Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Gégère, le patron de la semaine, est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Notre invité aujourd'hui pour cette ère du temps, Jean-Marie Pelt. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Pelt? Plutôt bien. Parfait. Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme. C'est le dernier de la famille. Oui, il est paru il y a 8 jours. Chez Fayard. Chez Fayard, et il a un sous-titre pour en finir avec les pesticides. Alors nous allons forcément l'évoquer tout au long de ce rendez-vous que nous avons tous les trois. Avant ça, Jean-Pierre, je pense qu'on pourrait peut-être évoquer la campagne avec vous, Jean-Marie Pelt. Vous en pensez quoi de cette campagne de la présidentielle? L'autre campagne, oui. la politique. Vous avez pris des positions assez fortes ces derniers jours en disant qu'il fallait absolument que l'écologie revienne dans le débat. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette campagne? Moi, je suis consterné de voir qu'il n'y a pas d'écologie dans cette campagne. Presque pas du tout. Vous me direz qu'il n'y a pas beaucoup d'Europe non plus. Il y en a eu au début. Il y en a eu au début, mais ça a été mis de côté. Ah oui. La crise, on n'en parle plus non plus. On parle de quoi alors? Oui, la politique internationale. La politique internationale alors qu'il y a un sommet du G8, je crois, quelques jours après l'élection. Il reste le permis de conduire. Alors, moi, je la résumerai de la manière suivante. Les Gaulois se disputent. Et ils aiment ça, les Gaulois. Et les étrangers, j'en vois beaucoup, qui nous regardent, les 27 pays. Aucun n'a ce régime politique. Nous sommes les seuls sur les 27 à fabriquer notre président par le suffrage universel. Et ça ne fait pas grandir les débats. En fait, ça ne fait pas grandir les débats. Mais alors, ça fait baisser le niveau. Une réflexion. Il y a quelques mois ou quelques années, on nous disait qu'il était dommage que l'écologie soit confisquée peut-être par une formation politique, par une étiquette très précise. Et on avait dit la vraie écologie existera le jour où ça ne sera plus un ghetto politique, mais où ça sera un souci partagé. Comment expliquer que ce souci-là n'existe pas? C'est pour moi incompréhensible, parce que j'ai toujours pensé, toujours depuis le début, que l'écologie devait être une préoccupation de toutes les formations politiques, puisque c'est le bien commun de l'humanité. Bon, j'ai défendu cette thèse, j'étais très content de l'avoir triomphé en 2007, où avec le pacte de Nicolas Hulot, effectivement, tous les partis politiques se sont engagés sur l'écologie, et puis ça s'est évaporé. Et nous voilà repartis. Complètement évaporé, ou vous considérez que Grenelle, c'était quand même quelque chose? Non, le Grenelle était positif. Voilà. Il est resté beaucoup de choses positives, mais dans cette campagne, je veux dire. Dans cette campagne, ça s'est effectivement évaporé, et on a l'impression que ça n'est plus du tout une préoccupation, au moins des grands candidats, puisque les grands candidats, ceux qui ont une chance d'être au deuxième tour, ne parlent absolument pas d'écologie. C'est bien triste. Oui, ça me préoccupe beaucoup, parce que les problèmes écologiques sont graves. Et moi, j'ai travaillé sur ce livre 2 mois à temps plein. Bon, j'ai fait le bilan sur les pesticides. C'est très inquiétant. Il faut dire les choses comme elles sont. On va pas tourner autour du pot. Mais vous dites que 96% des cours d'eau en France ont du pesticide dans leur... Maintenant, c'est 100. Oui, ça, c'était un chiffre d'il y a 3 ans. 96%, oui. Et les fruits et légumes que vous achetez dans les magasins, c'est presque tous. Pratiquement tous, sauf s'ils sont bio. Pratiquement tous. Dans les maisons, vous avez aussi des pesticides, plusieurs sortes de pesticides. Et si votre chien ou votre chat circule et rentre dans la maison, avec les petits coussinets qu'ils ont sous les pattes, il les ramène, il y en a partout. Les pesticides, il y en a partout. Et on connaît aujourd'hui leurs effets négatifs sur la santé, qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans. Oui, alors est-ce que c'est nous qui sommes devenus plus sensibles à ces effets, ou est-ce que ces produits-là ont proliféré ? Non, c'est parce que les produits ont proliféré, c'est parce qu'il y a des effets cocktails. Quand on en mélange plusieurs, ça déclenche des réactions qui ne sont pas les mêmes que quand on en prend un tout seul. Et puis, c'est parce qu'on commence à voir des effets sur le long terme qu'on ne voyait pas, évidemment, au début. Et ces effets sur le long terme sont très inquiétants pour la sexualité masculine, puisqu'il y a une perte importante des stocks de spermatozoïdes, puisqu'il y a une augmentation de la stérilité masculine, parce qu'il y a une augmentation Mais on l'attribue à plein de choses, cette augmentation de la stérilité, au type de vêtements, enfin... Et les pesticides aussi, alors. Enfin, surtout les pesticides. Surtout les pesticides. Mais ça, on le sait depuis 1963. Dans votre livre, vous dites que depuis 1963, on nous alerte là-dessus, qu'une chercheuse américaine, je crois, vous allez m'aider là-dessus,
dit Madame le Carlson. fameux printemps des oiseaux. Oui. Elle s'étonnait déjà Oui. d'entendre moins d'oiseaux Oui. et de s'inquiéter en 63. Oui, parce qu'il y avait pratiquement plus d'insectes. Et du coup, il n'y avait plus d'oiseaux non plus. Et c'était en 63. Il ne s'est pratiquement rien passé jusque dans les années, début des années 90. Et là, un éminent biologiste danois a tout d'un coup lancé une bombe en disant les Danois ont perdu en 30 ans 50% de leur stock de pesticides. Tout le monde a dit il est fou. Mais ça a été reconfirmé par toute une série d'études, y compris une étude française, qui a dit exactement la même chose. Et le malheur, c'est que ça continue. Alors, en plus, les spermatozoïdes qui restent... Un lapsus tout à l'heure, ouais. C'est ça. Ouais. Les spermatozoïdes qui restent... C'est les 50% de spermatozoïdes. Voilà, spermatozoïdes, absolument. Et les spermatozoïdes qui restent sont pas très... vaillants. Ils sont fatigués, ils sont peu entreprenants, de sorte que bon, les fécondations sont discutables et la stérilité augmente, quoi, voilà. Puis alors il y a des problèmes sur la santé au point de vue neurologique. On a classé tout récemment la maladie de Parkinson dans les maladies professionnelles des agriculteurs, c'est quand même très embêtant. Les cancers du sang sont plus importants et plus fréquents chez les agriculteurs. Et enfin, il y a ce chiffre que je trouve épouvantable, c'est que nous sommes 3 hommes, un homme sur 2 fera un cancer de la prostate, une femme sur 3 fera un cancer du sein. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire autrement. Est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, c'est le thème du livre. Alors, comment faire pour s'en passer? Il y a 2 manières. Il y a de faire du bio. Vous faites du bio, vous faites un jardin bio, vous avez envie de ne plus utiliser le pesticide. Alors je raconte dans le livre les trucs, comment il faut s'y prendre pour faire un jardin bio, c'est pas très compliqué. Et il y a plein de petits trucs à savoir, on va pas les présenter tous maintenant, plein de petits trucs à savoir. Donc ça c'est la première partie du bouquin. Mais un jardin bio, c'est ne pas utiliser certains produits, oui, ou alors avoir un art de cultiver différent? C'est les deux. C'est pas utiliser des produits chimiques, effectivement, mais c'est de savoir comment marchent les plantes entre elles, comment certaines plantes doivent être cultivées les unes à côté des autres parce qu'elles se rendent des services, comment il ne faut pas cultiver telle plante à côté de telle autre. Vous donnez des exemples avec la carotte et l'oignon, par exemple. Oui, vous avez lu la carotte et l'oignon. Bah, j'ai lu le livre, oui. C'est ça. Donc, oui. Forcément, vous dites que là apporte... c'est tout simple. La carotte a une forte odeur de carotte et elle attire une mouche qui adore cette odeur. Vous mettez un oignon à côté, l'oignon a une forte odeur d'oignon, et du coup, la mouche de la carotte est perdue. Parce qu'elle ne sent plus sa carotte, elle sent l'oignon. Alors elle ne va plus sur les carottes, ni sur les oignons, parce qu'elle n'est pas la mouche de l'oignon. Donc, voilà, les deux sont protégés, ils se protègent mutuellement. C'est un exemple, il y en a comme ça plein. C'est des trucs qu'il faut savoir. Et ça, c'est des choses qu'on connaissait en sagesse ancestrale et transmissible. Tout à fait. Et qu'on a choisi d'ignorer à un moment donné au nom de l'efficacité. Tout à fait. Pour dire la vérité, je voulais faire le livre sur ce thème-là. Et je me suis aperçu qu'on savait rien là-dessus, que la science n'avait jamais travaillé sur les compagnonnages positifs, par exemple, des plantes. Et je me suis adressé à un très bon ami qui est un des hauts personnages de l'Institut national agronomique, il m'a dit Jean-Marie, tu veux pas faire un livre là-dessus? On ne sait rien. Alors j'ai pioché, et j'ai vu. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai mis en lumière toute une série de stratégies qui marchent très bien. Mais vous dites également que on a un peu oublié ce genre de purin d'ortie, purin de prêle, et qu'à un moment donné, les agriculteurs et les jardiniers avaient face à eux un lobbying et c'était pas facile pour eux de s'imposer. Il faut reconnaître aujourd'hui quand même que ces produits-là sont des produits sains, oui, et qu'on empêchait les gens de les utiliser. Tout à fait. Et ça marche. Et c'est pas toxique. Et si je dis que c'est pas toxique, moi je peux le dire, puisque je suis spécialiste des plantes médicinales. Donc c'est mon métier, la toxicité ou la non-toxicité des plantes. Mais les grands lobbies agrochimiques y ont vu des pertes de marché, parce que si on met du purin de consoude, d'ortie ou de prêle, on ne met pas les pesticides chimiques qu'ils vendent eux. Donc voilà, il y a eu des bagarres qui n'en finissent plus, mais ça va dans le bon sens. Je pense que ça va s'arranger. Est-ce que le grand méchant loup mondial, on a parlé au moment des OGM, est-ce qu'il est toujours aussi fort? Alors il va perdre pied. Dans les mois qui viennent, on va avoir beaucoup de nouveautés dans ces domaines-là. On va apprendre que le Roundup est condamné, à mon avis. On n'utilisera plus de Roundup parce qu'on nous a affreusement menti sur le Roundup,
qui est toxique. Sur les OGM, on va apprendre des choses nouvelles. Et je pense qu'on va assister à un reflux de ces grands lobbies-là, qui pourraient être profitables à d'autres pistes. Et dans le livre, j'ai sélectionné toute une collection de pistes vers lesquelles on pourra aller pour remplacer les pesticides. Et en particulier dans cette idée, c'est qu'on va renforcer les capacités de défense des plantes qui pourront être beaucoup moins atteintes par les pathogènes parce qu'elles auront su se défendre. On va les aider à se défendre. On ne fera plus des cides. Je tue les insectes, je tue les herbes, ça sera plus ça. On va aider la plante à faire face à ses compétiteurs et à sortir victorieuse de cette confrontation. Et dans ce domaine-là, il y a énormément de pistes, une très drôle d'ailleurs, c'est l'idée que très probablement d'ici 10, 20 ans, j'en sais rien, au lieu de mettre des produits chimiques dangereux sur les vignes, on y mettra des tisanes de rhubarbe. Elles sont très efficaces contre le mildiou. On mettra dans les vignes de la musique. Ah oui, justement, quand vous dites ça, oui. Je me dis là, il va quand même fort, Jean-Marie Pelle. Oui. Je vous aime bien, on se connaît depuis longtemps, jusqu'aux 3/4 du livre. Puis vous dites à un moment donné, oui, les vignes ont besoin de musique. Elles ont besoin... Franchement... On dit qu'elles sentent l'affection, donc pourquoi ne sentiraient-elles pas la musique? Parce que la matière est ondulatoire et corpusculaire. La matière, c'est des vibrations. Oui. Si vous faites entendre à de la vigne des vibrations, et si ces vibrations sont celles qu'émettent tout naturellement, de par leur nature même, telle protéine, cette protéine va être stimulée. Et si c'est une protéine qui va à l'encontre, disons, des toxines, des pathogènes, cette protéine va devenir très efficace. Et elle va contrer les pathogènes. Et ce qui est très remarquable, c'est que les travaux que j'ai évoqués de mon ami Joël Serre-Lamer sont statistiquement significatifs. Ce qui veut dire pour un scientifique qu'on ne peut pas les contester. Qu'on ne peut pas les contester. Et dans le Val-de-Loire, et dans le Bordelais, où Juppé m'avait invité pour discuter de tout ça, et en Alsace, ces pratiques commencent à se développer. C'est toutes les pistes qui nous permettront d'ici 10 ans de nous passer des pesticides chimiques. Il y a beaucoup de pistes, il y en a beaucoup d'autres aussi. Les exemples, juste tant qu'on est sur la vigne, les exemples que vous avez cités sont des exemples de vignobles français. Vous savez qu'on a eu toute une polémique au cours des dernières années où en disant que le vignoble français était en butte à la concurrence d'autres vignobles du monde qui sont irrigués. Enfin, est-ce que ces vignobles-là vous semblent moins sains que le nôtre, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'aligner sur les autres ou pas? Ce qui s'était passé pour les vignobles bordelais, c'est qu'on leur a retoqué en Amérique des vins sous prétexte qu'ils contenaient des traces de pesticides. Et ça a provoqué un émoi considérable. Monsieur Juppé m'a invité à participer à un débat scientifique entre œnologues et entre viticulteurs, et on a évoqué toutes les pistes possibles. Toutes les pistes possibles. Et je crois qu'il est vraiment très important que nos vins ne puissent pas être montrés du doigt sous prétexte qu'ils contiennent des traces de pesticides. Donc c'est vraiment très important pour l'avenir d'un secteur économique qui est majeur pour la France. Je voudrais vous montrer un reportage. On parlait tout à l'heure de pesticides. Je voudrais que vous regardiez ça et qu'avec Jean-Pierre, on en parle juste après. C'est en se baladant dans la forêt que cet éleveur a fait une découverte pour le moins saisissante. Un champignon qui accélère la décomposition des végétaux. Ce champignon, mélangé à une douzaine de composts, tous d'origine organique, aurait des vertus fertilisantes supérieures à celles des engrais chimiques. J'ai sélectionné des champignons qui poussaient sous ces arbres-là. Et petit à petit, j'ai travaillé sur ces souches. Ce sont des champignons qui réorganisent toute cette matière organique a un acide humique, et ça c'est ce que fait le produit, et c'est ce qui fait la richesse du produit. Résultat des sols plus riches et 100% naturels. Car l'enjeu est bien là, remplacer dans les exploitations les engrais chimiques par ce fertilisant. Le produit originaire de l'Aveyron a pu être testé sur la traditionnelle race Aubrac. Il est répandu sur l'herbe qui servira à nourrir l'animal et sur la litière du troupeau pour valoriser la décomposition du fumier. On a une production en utilisant ce concept qui est supérieure, égale ou supérieure aux agriculteurs traditionnels qui utilisent des engrais chimiques. Et surtout, on a une production qualitative bien meilleure.
Aucune mortalité animale, des frais vétérinaires quasiment nuls. Après plus de 10 ans d'utilisation, le troupeau est en meilleure santé. Pour l'éleveur, cette transition vers une agriculture plus naturelle est inévitable. On vient de vivre 40 ans de production en outrance, pas toujours bien maîtrisée. Il fallait nourrir à tout prix une population grandissante. On s'aperçoit un peu tardivement qu'on a commis des erreurs lourdes et on en paie les conséquences. Donc j'ai dit, il faut savoir se remettre en question. Ce procédé, pour notre exploitation, a été révolutionnaire. Pas question alors de divulguer la recette, les portes de l'usine de fabrication resteront fermées. Aujourd'hui en France, près de 5000 agriculteurs utilisent ce fertilisant. Pour Marcel Mézy, l'aventure ne s'arrête pas là. Le produit pourrait être utilisé sur des terres arides du continent africain. Vous en pensez quoi? J'en pense que les champignons sont des acteurs fondamentaux de l'agriculture et de la biologie. Il y a maintenant des contacts étroits entre les racines des plantes et puis les microfilaments de champignons. Et ces microfilaments de champignons apportent aux plantes des éléments dont elles ont besoin et les nourrissent et donc les renforcent. Et en plus, les champignons transforment les matières organiques complexes en éléments simples. Et ces éléments simples sont assimilables. Donc ils font le travail qui rend la nourriture assimilable pour une plante, et je trouve ça que ça s'inscrit tout à fait dans ce que sera l'agriculture de demain. Un des aspects qui a été abordé lors du reportage était aussi de dire qu'en dehors de nos sites classiques, je dirais d'agriculture, ça pourrait s'appliquer sur des terres arides. Parce que quand on parle d'écologie, on parle aussi, je veux dire, du reste du monde dans lequel on ne peut pas planter, enfin la désertification. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est que nous avons besoin d'une réflexion spécifique sur les zones arides qui seront sans doute plus importantes avec le réchauffement climatique. Que nous devons regarder ce qui y pousse naturellement, parce que ce qui y pousse naturellement, c'est donc adapté. J'ai appris pas plus tard qu'hier d'une personne qui travaille avec des Indiens Navarros qu'ils utilisent des maïs qui arrivent à vivre avec très très peu d'eau. Et cette personne m'a dit, ce qui me désole, c'est que je ne sais pas à qui m'adresser pour qu'on s'intéresse à ce maïs-là, puisqu'on cherche... Oui, mais c'est un des arguments que sortaient les partisans des OGM à l'époque, en disant, oui, mais on va vous faire un maïs sur mesure pour les conditions. Le maïs sur mesure, il existe. C'est pas la peine de le fabriquer. Il faut le prendre dans la nature. Dans la nature, il y a d'innombrables potentialités. Mais on ne veut pas les exploiter parce qu'on ne peut pas les breveter. Tandis que le maïs OGM, on peut le breveter. Et donc, on est propriétaire de la marque du maïs. C'est une histoire de gros sous, alors, encore. Et oui, bien sûr. Et en plus, il faut le renouveler chaque année, les graines. Donc, on peut tout à fait imaginer des maïs déjà existants que l'on cultiverait plus massivement sur des zones arides et qui donneraient les mêmes résultats, et peut-être meilleurs, que ces OGM qui, excusez-moi, n'existent pas encore. Non, alors, ils sont mythologiques. J'ai lu qu'il y a une expérience pas très loin de chez nous, du côté d'Aumécourt, en lisant votre livre. Ce sont des plantes qui sont là et qui guérissent les sols. C'est-à-dire qu'un sol pollué peut être guéri par des plantes, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. Vous plantez des plantes sur un sol très pollué, la plante absorbe les pollutions. Elle absorbe les pollutions. Si ce sont des métaux, ces métaux s'accumulent dans les tiges et dans les feuilles. Ensuite, vous coupez toutes ces plantes, vous en faites un gros tas, vous le brûlez, et les métaux évidemment ne brûlent pas, et vous récupérez les métaux qui étaient disséminés dans le sol. Donc le sol a été débarrassé de ces métaux toxiques, et ces métaux, vous les récupérez. Alors dans un cas très étonnant, en Albanie, ils ont fait ça pour des sols pollués par du nickel. Ils ont récupéré beaucoup de nickel, et ils ont vendu plus de nickel que de céréales. Et ils ont gagné plus d'argent avec le nickel qu'ils ont sorti de leur sol qu'avec les céréales qu'ils y ont produites. Mais c'est déjà bien implanté chez nous, c'est quelque chose... C'est en train de se développer. Ah non. Pour le nickel, ça se développe beaucoup en Nouvelle-Calédonie, où il y a évidemment... Non, mais ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passait près de chez nous, là, c'est déjà... C'est expérimental. Ah, d'accord. C'est expérimental. On travaille aussi là-dessus
près de Douai, là, pour Métal Europe, vous savez, qui a pollué par le cadmium. Site, oui. On y travaille aussi beaucoup. Et c'est concluance. Oui, c'est une piste très importante, ça marche très bien. Et on peut ajouter encore autre chose, c'est que les arbres dans les villes fixent les hydrocarbures. Et les hydrocarbures, quand ils sont fixés par les feuilles, se transforment en matière vivante. Ça donne de la feuille, l'hydrocarbure. Donc il y a une raison de plus encore de mettre des arbres dans les villes et de ne pas aller vers cette manie qu'on a maintenant de faire du tout minéral, très à la mode. On nous dit qu'ils sont tous malades. Oui. Alors on les coupe, on dit on les remplace par un plus grand nombre d'arbres. Oui. On a raison ou pas? Je parle du métis sur Metz, par exemple. Je crois que mais ils font très attention maintenant pour le métis. Enfin, je leur ai dit, j'ai envoyé des papiers à notre ami Dominique Gros pour lui expliquer qu'il fallait garder le maximum d'arbres. Et les voilà maintenant qu'il les compte un par un, ce dont je me réjouis absolument. J'ai un autre reportage, je voudrais bien qu'on en parle aussi, parce que ça peut être un problème. En plein cœur de la Sarthe, les ruches de Sophie. Cela fait 25 ans qu'elle produit du miel. Et depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile. À chaque fois qu'elle sort les cadres, elle craint de découvrir son cheptel décimé. Il peut rester qu'un tiers de ces abeilles-là dans la ruche. Et avec un tiers des abeilles, il n'est pas question. Et le tiers qui reste, ce sont les nourrices qui s'occupent des larves. Donc c'est une récolte qui est compromise. Et l'avenir même de la colonie qui est compromise. Compromis à cause des graines traitées au cruiser, un pesticide dénoncé par les apiculteurs comme extrêmement toxique pour leur cheptel et utilisé notamment sur les semences de maïs et de colza, plantes qui attirent fortement les abeilles. Devant la fonte de ses revenus, Sophie a dû diversifier son activité. De 5% de pertes annuelles, on est passé aujourd'hui à 30%. Donc on s'est mis à produire des essaims pour nous, pour reconstituer notre cheptel. Et comme il y avait une forte demande des apiculteurs pour reconstituer leur cheptel, parce que tout le monde ne s'était pas mis à faire de l'élevage, on a développé cette activité sur notre exploitation. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'hectares sont traités au cruiser en France. Le Conseil d'État vient pour la 3e année consécutive d'interdire sa mise sur le marché, a posteriori pour 2010. Mais ça ne change rien pour 2011. Le ministère de l'Agriculture, lui, a renouvelé son autorisation pour une année. Un casse-tête administratif que les apiculteurs ne comprennent pas. Soit le produit est bon et il doit être autorisé légalement pour 10 ans, soit il y a un risque, il doit être interdit. Et donc c'est clair, le cruiser ne devrait pas être dans les champs, que ce soit le cruiser maïs ou le cruiser colza. Ce n'est pas la première fois qu'un pesticide est interdit en France. Avant le cruiser, le gaucho et le régent ont été retirés du marché. Mais les fabricants de cruiser résistent. Interdit sous le nom simple de cruiser, il est autorisé sous le nom de cruiser 350 pour le maïs et cruiser OSR pour le colza. Mais y a-t-il une différence entre les molécules? C'est le même produit. Avec un autre nom. Le principe de l'autorisation administrative de mise sur le marché implique qu'on ne peut pas déposer 2 dossiers avec le même nom. Face à l'imbroglio administratif qui régit l'autorisation du fameux produit, les apiculteurs ne veulent pas se laisser faire. Devant les locaux de la société produisant le cruiser, ils font entendre leur voix. Qu'ils soient devant les tribunaux ou dans la rue, notre combat vise la préservation de la santé de nos abeilles, indispensable à notre profession, à la flore sauvage, mais aussi à l'agriculture. Ce samedi, ils organisent aussi des manifestations dans toute la France pour que le cruiser soit définitivement interdit sur tout le territoire français. Alors ça, c'est un sujet qui date de 2010. Je voudrais juste faire un point avec vous. Eh bien, le point est le suivant. On sait maintenant, avec des certitudes scientifiques, que le gaucho, que le régent et que le cruiser sont toxiques pour les abeilles. Pour le cruiser, les autorisations ont été données sous réserve qu'on se donne 1 an pour y voir plus clair. Le Conseil d'État a dit, s'il vous faut 1 an pour y voir plus clair, ça serait mieux de voir plus clair d'abord et de donner l'autorisation après. Le ministère de l'Agriculture est maintenant coincé par cette position, qui est parfaitement logique. Et donc, je pense que le cruiser va, dans les mois qui viennent, être interdit en France. Il a été interdit il y a 3 ans en Italie, et la production de miel a monté en flèche. Donc on a ici le coupable. Bon, il faut lui tordre le cou.
Oui, donc là, on a identifié tout de suite le danger, quoi. Oui, oui, tout à fait. Sinon, sur la place des abeilles, enfin, je veux dire, le Conseil général de la Moselle, par exemple, en ce moment, a toute une action en faveur des abeilles. Est-ce que ces abeilles, ce cheptel dont on parlait dans le reportage, est-ce que c'est symbolique et important pour nous? Oui, pour la pollinisation, pas seulement pour le miel, pour la pollinisation. S'il n'y a pas d'abeilles, et pas d'abeilles sauvages, et pas d'insectes pollinisateurs, nous n'avons plus de fruits, et les légumes fruits type tomates, aubergines, concombres, courges, pipois, haricots, tous les légumes qui sont des fruits, ne seront pas là puisqu'il n'y a plus de pollinisation. Alors on a dit oui, mais c'est pas grave parce qu'on pourra faire que des humains pollinisent les légumes et les fruits. On prend une plume d'oie, on met le pollen sur le pistil et on devient un pollinisateur. Et alors on embauche des pollinisateurs et on crée un master dans les facs de pollinisateurs. Et alors ça crée de l'emploi, ça crée des milliers d'emplois. C'est donc excellent pour la croissance. Mais on a calculé que pour à peu près avoir les rendements de pollinisation actuels, il faudrait un nombre si considérable de pollinisateurs que ça coûterait 153 milliards de dollars par an. Donc, il vaut mieux des abeilles. C'est ce qu'elles nous rapportent. Les abeilles nous rapportent 153 milliards de dollars par an. Il faut le savoir. Ben oui, il faut le savoir. Dernière chose, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez venu nous voir il n'y a pas très longtemps, on avait également Didier Van Covelart qui était notre invité. Tout à fait. Et dans son livre, il vous citait parce que lui a fait un livre sur les arbres, sur un arbre particulier, qui était le sien, qui avait toute une histoire. Et en lisant ce livre, j'ai appris donc que les arbres parlaient entre eux. Oui. Alors après la vigne qui écoute la musique, les arbres qui parlent entre eux, ça commence à faire du monde. Les arbres communiquent entre eux. Les acacias dans les forêts, dans les savanes du sud de l'Afrique, sont broutés par des antilopes koudous. Dès que le broutage commence, ces arbres émettent de l'éthylène qui va se répandre alentour et toucher d'autres arbres. Et aussitôt, ces arbres sécrètent des molécules qui sont toxiques pour les koudous et qu'on appelle des tanins. Donc tout se passe comme si l'arbre brouté informait l'arbre non brouté. Attention, les koudous arrivent. Donc il y a de la communication par voie chimique entre les arbres. C'est prouvé, c'est une certitude scientifique que plus personne ne conteste. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ces arbres-là et ces koudous. Ça semble être une règle générale de la prédation. La prédation, les herbivores qui mangent les plantes, ne mangent jamais tout parce qu'il y a des systèmes d'information chimique comme celui-là et que les plantes donnent finalement une partie d'elles-mêmes et font la part du feu. Mais on n'a pas tout tondu. Parce que si ça marchait pas comme ça, il y aurait plus d'herbes depuis longtemps, plus d'herbivores non plus, plus de carnivores et plus d'humains. Bon, c'est notre conclusion. Jean-Pierre? Oui, Jean de La Fontaine avait dit les choses un peu de cette façon-là aussi, mais de façon moins scientifique, quoi. Oui. C'est les chênes qui parlent au roseau. Oui, c'est ça. Oui. C'est un peu ça. Jean-Marie Pelt, pour son livre chez Fayard, Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme, pour en finir avec les pesticides. Je pense qu'en 20 minutes, on a fait un peu le tour. Oui. Il y a des choses que vous vouliez encore nous dire avant que l'on conclue cette émission? J'ai trouvé qu'on a fait un très beau tour d'horizon sur une question qui est majeure et je voudrais vous dire que le WWF est en train de lancer une grande opération internationale qui s'appellerait le pacte agricole, comme il y a eu le pacte écologique de Nicolas Hulot, parce que les problèmes agricoles doivent être vus de fond en comble. De fond en comble, et d'abord pour nos agriculteurs. Bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce rendez-vous. Peut-être une dernière question, Jean-Pierre? Oui, une petite dernière, mais bien de chez nous. Vous savez, on a ce problème de la base aérienne 128, cet espace à occuper. Alors, on parle de beaucoup de choses dessus, et en vous entendant parler tout à l'heure d'agriculture bio, de jardin, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de transformer ça en un grand jardin? Alors, deux choses. Première chose, c'est pas la peine de s'affoler. Une réserve foncière, c'est très précieux. C'est pas la peine que dès l'année prochaine, les 200 et quelques hectares soient complètement équipés. Prenons notre temps. Et deuxièmement, mettons-y du bio. C'est ce que j'ai expliqué à la réunion que j'ai animée à Metz il y a 8 jours maintenant, à la mairie, sur le développement durable dans notre ville.
Et j'ai donné l'exemple de Rennes, j'ai donné l'exemple de Roanne, où l'on va de plus en plus vers du maraîchage bio dans la périphérie des villes. Et du bio qui serait éducatif aussi, peut-être? Et du bio qui peut être éducatif, et du bio qui est à proximité, où il n'y a pas de transport compliqué à payer, où les AMAP peuvent s'organiser admirablement, où les maraîchers peuvent aller chez les gens et sur les marchés. Moi, je crois que ça serait une piste très intéressante. Pas forcément toute la surface, mais ça peut être une piste très intéressante qui, moi, m'intéresse beaucoup. Eh ben voilà, maintenant on en sait un petit peu plus. Merci. Je pense qu'on a fait le tour en 28 minutes. Oui, plutôt pas mal. Bon, bah parfait. Merci Jean-Pierre. Je rappelle que vous êtes le patron de la semaine. La semaine sort tous les jeudis. On excusera Denis Berche, notre complice, qui sera avec nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Passez une excellente journée. Merci. Une excellente soirée. À bientôt.